Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. Ok, bonjour, on est vendredi matin, le week-end approche, l'école a repris, la fatigue s'installe, c'est compliqué pour moi de me lever à 6h du matin, comme ça, tous les matins, encore c'est même pas 6h, c'est 6h30, mais passons. Aujourd'hui je voulais réfléchir, je pensais à un truc, moi j'aime bien appeler ça les saisons de la carrière, les saisons de l'écriture. C'est cette idée qu'à différents moments d'un parcours de vie, pour nous un parcours d'écriture, correspondent différentes priorités et différentes actions à mettre en œuvre. Il y a un certain moment dans la vie d'un auteur où il faut être dans la productivité juste pour sortir des histoires, sans se soucier vraiment de leur qualité. Alors quand je dis ne pas se soucier de leur qualité, évidemment, il faut apporter des nuances parce qu'on fait attention à ne pas raconter n'importe quoi. Il ne s'agit pas juste de créer du texte pour créer du texte. Il faut écrire des histoires en se posant les questions qui font une bonne histoire. Qui est le personnage, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi c'est intéressant à lire et à raconter, comment est-ce que je mets en valeur les thématiques de mon histoire, les caractérisations de mes personnages, de mes décors, etc. Mais surtout, la priorité, c'est de confronter ces idées, confronter ces notions de ce qui fait une bonne histoire à la pratique. Et pour ça, il n'y a pas d'autre manière que de finir des textes. Et je le répète beaucoup parce que je vois vraiment régulièrement des auteurs qui sont à cette étape de leur carrière, de leur parcours, qui cherchent tout de suite à avoir un texte achevé, abouti, et qui passent beaucoup de temps à travailler à la marge. Et pourquoi ils travaillent à la marge ? Parce qu'ils n'ont pas l'expérience qui leur permet de savoir ce qui va faire la différence dans un texte. L'expérience du volume, le fait d'avoir écrit beaucoup d'histoires et d'avoir pu réfléchir à beaucoup d'histoires, et le fait de s'être rendu compte de ce qui fonctionnait, de ce qui ne fonctionnait pas dans la méthodologie d'écriture, dans la façon de réaliser une idée, de mettre en œuvre un projet. Parce que dans cette mécanique qui consiste à imaginer ou à ressentir un potentiel d'histoire, c'est souvent comme ça que ça démarre, on ressent que là il y a quelque chose à raconter, même si on ne sait pas encore complètement quoi, on peut avoir des images, on peut avoir des sensations, et on prend le temps de rentrer dedans, de les explorer pour mieux comprendre où est le potentiel. Est-ce que c'est dans les personnages ? Est-ce que c'est dans la transformation des personnages ? Est-ce que c'est dans l'univers qu'on développe ? Cette action-là de passer de cette intuition de l'histoire à la réalité des mots sur la page, elle est faite de plein de micro-décisions sur dans quel ordre on donne les informations, quelles informations on donne, comment est-ce qu'on les met en scène, comment est-ce qu'on les met en valeur. Et ces décisions, au début, on les prend à l'aveugle. On va là où l'inspiration nous porte. Et à force de le faire, on apprend à identifier, à reconnaître certains indices très subtils de ce qui fait que le potentiel d'une histoire va pouvoir être réalisé et de ce qui fait qu'on va passer à côté. Mais ça ne peut pas se faire seulement dans la théorie. Il faut vraiment aller rencontrer la matière encore et encore et encore pour enrichir notre champ de référence. On construit un référentiel en écrivant des histoires. Ce référentiel, il nous permet de dire « Ah oui, je me souviens que quand j'avais fait de telle façon, ça n'avait pas fonctionné. Quand j'avais fait de telle façon, ça avait mieux fonctionné. » Et ça ne peut exister que dans le volume. Et pas seulement au début d'un parcours d'auteur, mais à plein de moments, on a besoin de faire du volume simplement pour pouvoir tester des choses, pour pouvoir expérimenter. Et on ne le fait pas dans une logique d'expérimentation seulement comme ça, détachée des enjeux de la réalité. On le fait dans la réalité, en situation réelle. C'est-à-dire qu'on écrit pour des concours, on envoie des concours, on fait lire à des lecteurs, on va au bout des textes, on les prend au sérieux, nos textes, on publie nos textes. Je parlais dans le mastermind hier de ça avec une auteure qui est en train de chercher à redonner de la vie à son blog pour pouvoir parler mieux à ses lecteurs, davantage à ses lecteurs. Et je lui disais, il faut publier beaucoup d'articles. Il faut écrire des articles plus vite et les publier. Et les publier, pourquoi ? Parce que ça met de l'enjeu. Et oui, ils seront imparfaits parce que tu n'as pas encore les réflexes pour les écrire de manière satisfaisante dans le tiers du temps que tu passes actuellement, ce qui est trop long. Et cette imperfection, elle est OK parce que c'est parce que tu vas produire des articles plus rapidement et que tu vas les publier, que tu vas aussi affiner ton regard sur ce qui fonctionne. Le fait de pratiquer, d'expérimenter en situation réelle fait qu'il y a un enjeu dans l'expérimentation. Alors que si on se dit juste, je vais faire un petit atelier, ou je vais faire un texte, mais ce sera un texte pour moi, qui sera un jeu créatif, qui sera une exploration créative, il manque une couche d'enjeu qui fait que l'attention n'est pas la même. Et qui fait que notre apprentissage n'est pas aussi
efficace et aussi précis qu'il pourrait l'être. Donc il y a cette première saison. Encore une fois, je dis première par réflexe, mais c'est faux parce qu'il y a différents moments quand on veut, par exemple, repenser notre univers ou quand on veut réaligner notre pratique après plusieurs années, quand on sent qu'on arrive à un tournant où finalement on a peut-être fait le tour de ce qu'on voulait dire sur un sujet ou sur une thématique et en évoluant dans la vie, on a changé de thématique, il y a d'autres choses qui nous intéressent. Ça demande de penser différemment son écriture, ça demande de retravailler la forme, ça demande d'accéder à d'autres structures et pour ça on a besoin de revenir dans cette saison-là de production et de volume. Donc c'est important aussi de reconnaître le côté cyclique des saisons. C'est comme dans la nature, l'hiver revient tous les ans, l'été revient tous les ans, et on fait les 4 saisons, et hop, on revient, et on fait les 4 saisons, et on revient. Pour un auteur, c'est pareil, c'est-à-dire cette phase de volume, elle n'est pas simplement au tout début de son parcours, elle est à plusieurs endroits dans son parcours. Chaque fois qu'il y a besoin de se réinventer, chaque fois qu'il y a besoin de bifurquer, on revient sur une logique de volume. Une fois qu'on a cette logique de volume, quand on a pris nos aises, quand on est capable de produire, quand on a dépassé les résistances qui font que c'est difficile parfois de finir des textes, qui font que c'est difficile parfois de simplement identifier où est vraiment l'intérêt d'une histoire, on peut rentrer dans quelque chose qui va être un travail plus fin, plus du détail, où on va rentrer maintenant dans les textes, où on va pas y passer forcément plus de temps, mais on va être attentif à d'autres choses. On va pas simplement être attentif à la globalité de j'ai une idée, je la réalise et je vais jusqu'au bout, et hop, je passe à la prochaine, j'ai une nouvelle idée, je la réalise et je vais jusqu'au bout. On va prendre le temps à l'intérieur de la phase de réalisation pour affiner certains détails, pour affiner peut-être des éléments de mise en scène, pour affiner peut-être la manière dont on caractérise nos personnages, pour affiner peut-être le rythme de notre narration, ou peut-être d'autres choses. Peut-être qu'on va intégrer avec plus de conscience des motifs. J'en suis un petit peu là, à réfléchir un peu plus aux motifs de genre, et à m'approprier davantage de genre, et à mettre un peu plus d'intentionnalité dans la façon dont j'utilise le genre. Et après, il va y avoir une phase où on va être plus dans la communication. C'est-à-dire, une fois que vous avez un bon catalogue, il va falloir peut-être pas vous soucier autant des histoires que vous sortez, mais vous soucier davantage des histoires que vous avez déjà publiées. Et donc, ça va demander de prendre le temps de dégager de l'attention qui était consacrée jusque-là au fait de produire des histoires et de la concentrer sur vos lecteurs. Qui sont vos lecteurs? Quelle est votre communauté? Comment est-ce que vous l'entretenez? Comment est-ce que vous pouvez interagir avec vos lecteurs pour pouvoir créer comme ça un sentiment d'appartenance des lecteurs à votre univers d'auteur et à votre carrière en fait, parce que c'est eux qui vous font vivre. Et puis comme ça, il y a d'autres saisons qu'on va développer petit à petit à force d'avancer. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de prendre la peine à chaque instant de notre parcours de nous demander où on en est et de vérifier que nos actions sont bien alignées avec l'endroit où on en est dans notre parcours. Si je suis à un moment où j'ai besoin d'expérimenter parce que j'ai besoin de faire mon expérience et j'ai besoin d'avoir mon référentiel et j'ai besoin de construire ce truc-là, est-ce que c'est intéressant pour moi de passer beaucoup de temps à sélectionner mes idées? Non, ça va être intéressant pour moi de prendre la première idée qui se présente, d'aller au bout de l'histoire, hop, de la publier, de passer à la prochaine idée, d'aller au bout de l'histoire, de la publier et ainsi de suite. Et c'est pareil en termes des formations que je vais suivre. Je ne vais pas suivre les mêmes formations, je ne vais pas écouter les mêmes gens, je ne vais pas lire les mêmes livres selon que j'en suis à faire du volume ou que j'en suis à affiner ma narration. Moi, par exemple, en ce moment, qui suis pas mal préoccupé de intégrer davantage mon lecteur dans mon histoire en amont de mes histoires, je lis beaucoup en ce moment sur ce que les Américains appellent le right to market, qui est écrire en pensant déjà au lecteur, qui est cette notion d'intentionnaliser les motifs de genre, je reviens sur cette idée, ce qu'on appelle les tropes, qui sont des motifs qui reviennent dans les histoires, et de les intégrer en amont déjà de la conception pour que les lecteurs puissent les retrouver et soient satisfaits. Il y a ce souci de documentation qui est aligné avec l'espace où on en est, l'endroit où on en est de sa pratique. Et il y a aussi le fait de choisir des actions qui, elles aussi, soient alignées. C'est-à-dire que pour moi qui en suis là, la question c'est comment je fais? Comment c'est pertinent pour moi chaque jour d'organiser ma pratique de façon à faire de la place pour ces problématiques d'intentionnalisation de mon écriture? Et c'est des questions dont les réponses ne sont pas forcément toutes faites, ne sont pas forcément évidentes, qui vont dépendre du cas par cas, qui vont dépendre des opportunités qui se présentent. Là, j'ai l'opportunité de bosser avec un éditeur que j'aime bien sur ces problématiques-là, donc ça va être chouette. Je vais aussi travailler de mon côté sur ces problématiques-là. J'ai l'opportunité d'assister à des formations qui vont me stimuler sur ces sujets-là. Donc c'est aussi ce truc-là de, à chaque instant, quand vous devez prendre des décisions sur votre engagement, avec votre écriture, sur la forme de votre engagement, c'est intéressant d'éclairer ces décisions sous l'angle de la saison où vous en êtes. Et pour ça, c'est intéressant d'avoir un coach. Moi, je sais que j'ai ma coach qui est derrière moi, qui m'aide à rester focalisé sur les bonnes choses. L'autre fois, je lui parlais de là où j'en étais, du fait que je faisais ce podcast. Elle disait, oui, c'est bien, il faut que tu sois plus présent et que tu fasses entendre davantage ta voix. Ne te mets pas à refaire ton site. Il y a 2 mois, j'étais en train de me dire qu'il fallait que je refasse complètement mon site. Donc, il y a ce truc où on a besoin aussi parfois d'un éclairage extérieur, d'un accompagnement de quelqu'un qui
a du recul sur notre propre pratique et qui peut nous aider. Ça peut être un ami, ça peut être un coach, ça peut être un collègue, ça peut être un père. Il faut que ce soit par contre quelqu'un qui ait une certaine conscience des enjeux avec lesquels vous êtes aux prises. Je me demande quelle saison vous avez pu observer dans votre pratique. Est-ce qu'il y a des phases comme ça qui vous ont aidé, que vous avez reconnues, par lesquelles vous êtes passé plusieurs fois? Voilà, c'était mes réflexions de ce matin, vendredi 6 janvier. Et je vous dis à demain. Non, pas demain. Du coup, je m'étais dit que je le ferais pas le week-end, mais bon, on verra. Peut-être j'aurai envie d'en faire un quand même demain. Sinon, je vous dis à lundi. Comme d'hab, si vous aimez ce podcast, likez-le, abonnez-vous, diffusez-le. Et le Mastermind, c'est un espace où les auteurs rencontrent leurs pairs, on se parle toutes les semaines pour faire un point sur notre pratique et décider de quelles actions sont les plus alignées avec là où on en est de notre pratique, avec nos objectifs, nos priorités. Le Mastermind est accessible seulement sur candidature. Pour candidater, allez sur anaelverdier.com/mastermind et vous trouverez déjà une présentation du contenu du Mastermind et ensuite un lien qui vous envoie vers le questionnaire qui est en fait une invitation à réfléchir à votre parcours, à vos objectifs, aux prochaines étapes que vous voulez atteindre, aux obstacles qui vous empêchent de les atteindre et à comment le mastermind pourrait vous aider et pourquoi ça peut être intéressant pour vous de le rejoindre. C'est vraiment un travail perso que vous faites d'introspection, de projection sur vos priorités, sur ce qui est intéressant et important pour vous aider à prendre la décision éclairée de rejoindre ou pas ce groupe de pairs. La raison pour laquelle je mets cette candidature, c'est que je veux garder un groupe assez restreint pour qu'on ait vraiment le temps d'être en confiance, entre nous, dans un espace de bienveillance, concentré sur la connaissance intime des projets des uns et des autres, pour que chacun puisse avancer en ayant accès aux meilleures ressources possibles. Et franchement, indépendamment du fait que vous rejoigniez le mastermind, ce processus de réflexion que permet le questionnaire de candidature, il est hyper intéressant pour vous, pour ramener de la conscience sur votre pratique et sur, justement, pour boucler avec le sujet d'aujourd'hui, avec la saison à laquelle vous en êtes de votre écriture et aux ressources dont vous pourriez avoir envie de vous entourer ou besoin de vous entourer pour pouvoir avancer sereinement vers votre plein épanouissement d'auteur. Vous trouverez toutes les infos donc sur anaelverdier.com/mastermind, MASTERMIND.